bonjour tout le monde, bravo d'être réveillé aussitôt à 9h17, je sais pas quelle heure il est, 9h19, ça fait grave plaisir, on est quand même pas mal nombreux, on lance la journée, c'est la deuxième journée, bienvenue à celles et ceux qui n'étaient pas présentes hier. Petite note d'intro, donc nous on est le CADTM, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, on travaille principalement sur des questions économiques et en particulier sur la question de la dette. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on a plein d'ateliers aujourd'hui et encore demain matin. Et pour celles qui ne sont pas au courant de ce qu'on fait, venez nous trouver après, on peut clairement discuter autour d'un café, une clope, une bière plus tard dans la journée. Ce matin, c'est un peu un petit privilège puisqu'on va pouvoir aborder ensemble la question de l'antifascisme, ou des formes d'antifascisme. C'est une première question qu'on pourra se poser et à laquelle on va essayer de répondre pendant la journée. Je pense que vous êtes tous et toutes plus ou moins au courant de ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions, des questions mondiales, et il faut qu'on s'ancre dans le réel et dans une réalité plus ou moins locale. Alors ici on a l'opportunité d'avoir des individus qui vivent en Belgique. On a Jem également qui habite en France et qui pourra nous faire une petite présentation sur ce qui se passe en France. Ici, l'idée, ça va être de présenter un peu les réalités respectives des personnes autour de la table par rapport aux questions d'antifascisme et éventuellement aborder aussi les questions des limites de l'antifascisme, puisque l'antifascisme doit aussi se construire comme sujet, et c'est un sujet, et donc on a le droit de le critiquer. Comment, pourquoi et avec quels objectifs, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Moi, je m'appelle Vincent. Et je suis vraiment très content de vous voir, je me réjouis de cette journée, et la journée sera longue, donc on espère vous voir aussi après, et puis l'après-midi, et puis le soir. Vous avez peut-être déjà eu le programme, sinon il est à l'entrée. Bref, je la boucle. Alors, ici, à ma table, à d'autres tables, je vais juste les présenter par leur nom, parce que je crois qu'elles sont clairement capables de se présenter elles-mêmes, et elles ont énormément de choses super intéressantes à dire, et ce n'est pas ma place de parler à la leur. Jem, je t'introduis rapidement, donc c'est Jem qui va commencer, on enchaînera par Julien là-bas tout à droite, et puis ensuite nous aurons Antoine et Cyrine qui clôtureront. Alors on va faire un format assez simple, ici ça va être 10 minutes par personne, petite présentation de leur réalité, petite présentation des enjeux de l'antifascisme, des formes d'antifascisme et plus. Et puis on passera à un modèle un peu plus interactif, je vous engage d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à interagir le plus possible dans cette seconde partie, on y arrivera. Voilà, Jem, je te laisse la parole, merci d'être là. Bonjour à toutes et tous et merci pour ta petite présentation. Alors, moi je m'appelle Jem Yoldash, je suis porte-parole ou l'ancien porte-parole de la Jeune Garde, on ne sait plus trop comment il faut dire. Mon organisation a été dissoute en juin dernier en conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau c'est une personnalité d'extrême droite qui a écouté les militants d'extrême droite qui demandaient depuis longtemps la dissolution de notre organisation. Si l'extrême droite demande la dissolution de la Jeune Garde antifasciste, c'est parce que en 7 années d'existence, on leur a fait mal sur le terrain. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est créé, dans de nombreuses villes où on s'est implanté, comme à Lyon, à Strasbourg, à Aix-en-Provence et à Lille, il y avait des locaux de l'extrême droite, que ce soit du bastion social, de génération identitaire. Et le travail qu'on a fait avec la Jeune Garde, c'est détruire ces organisations d'extrême droite, faire fermer leurs locaux, et pour ça, l'extrême droite se mobilise depuis 7 ans maintenant pour notre dissolution. Aujourd'hui, on est dans un processus où on est en train de contester cette dissolution, non pas parce que on tient, quoi qu'il arrive, à l'outil organisationnel. Non, parce qu'en France, aujourd'hui, on fait face vraiment à une offensive autoritaire qui veut dissoudre de nombreuses organisations de notre camp social et politique. En quelques années, on a eu plus de 20 tentatives de dissolution d'organisations de gauche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la Jeune Garde, on conteste devant le Conseil d'État la dissolution de notre organisation. Parce que si demain, on est dissous, et je vous le dis, la raison, le motif principal du ministre de l'Intérieur pour dissoudre la Jeune Garde antifasciste, il est écrit noir sur blanc que c'est parce qu'on prône un discours antifasciste. Et sur les mêmes bases, c'est-à-dire que si on est dissous
parce qu'on est antifasciste, sur les mêmes bases en France. On peut dissoudre le planning familial, la CGT, la France Insoumise et n'importe quelle association qui lutte pour les droits humains. Et aujourd'hui, je tiens particulièrement à remercier la CADTM parce qu'on a besoin de ces moments-là, on a besoin d'internationalisme. On a besoin de discuter ensemble et de voir à l'échelle internationale comment on peut s'organiser. Surtout à l'heure où aujourd'hui on a un génocide en Palestine, un génocide à Gaza, où des personnes sont en train de s'organiser à l'échelle internationale pour briser le blocus illégal et inhumain qui est imposé à Gaza. Et on a besoin aussi d'internationalisme parce qu'on est à une heure où l'extrême droite elle est en train de s'imposer à l'échelle internationale. Que ce soit en France, elle est en train d'arriver, au Brésil, on l'a vu, en Argentine, aux États-Unis d'Amérique, etc. Et c'est pour ça que des moments comme celui-ci sont indispensables. Et aussi la première réunion internationale antifasciste qui va être organisée à Porto Alegre, c'est vraiment des éléments qui sont indispensables. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui on est en train de vivre un moment historique qui est particulier. On a une bourgeoisie occidentale qui est en crise totale et dans son ensemble, c'est-à-dire que la bourgeoisie, elle n'est pas simplement en crise, je ne sais pas, en France, aux États-Unis. Non, elle est en crise dans l'ensemble des nations occidentales. Et cette crise, elle se traduit par 2 points. C'est-à-dire que la bourgeoisie occidentale, son hégémonie, elle est remise en question sur le plan international, notamment avec l'émergence du Sud global qui refuse aujourd'hui justement d'être sous tutelle du bloc occidental, et aussi dans les frontières nationales où, par exemple en France, on a de nombreux mouvements sociaux qui amènent la bourgeoisie à une crise de régime sans précédent. En France, on n'a jamais connu ça. À ce qui paraît, en Belgique, vous connaissez un petit peu les instabilités gouvernementales. Nous, en France, on n'a jamais connu ça. Et vraiment, aujourd'hui, on est dans une crise profonde de la bourgeoisie occidentale. Et pour résumer, cette radicalisation de la bourgeoisie, elle s'exprime par 2 volets. La remilitarisation sur le plan international et la guerre, et dans un deuxième plan, la fascisation qui prépare les esprits à faire accepter au peuple la perte de liberté, la perte de nos conquis sociaux et aussi l'arrivée prochaine de l'extrême droite au pouvoir. La fascisation, c'est ce processus qui vise à déciviliser les nations et les peuples occidentaux. Dans mon pays, la France, on y est. C'est-à-dire que le processus de fascisation est allé tellement loin qu'on peut aujourd'hui dissoudre mon organisation sur la simple base que c'est une organisation antifasciste. Le processus est allé tellement loin que, en France, un jeune mineur, un enfant peut se faire tuer par un policier et ce policier va avoir une cagnotte qui va récolter 1 million d'euros. Ce processus, il va tellement loin que aujourd'hui, 2 personnes peuvent se faire tuer. Une peut se faire tuer lors du mois de mai dernier parce qu'elle est musulmane, une autre parce qu'elle est arabe, et ça ne va pas en faire un sujet national. Le processus de fascisation va tellement loin qu'aujourd'hui, pour une partie de la population française, une mère palestinienne n'est pas une mère. Un enfant palestinien n'est pas un enfant, et une souffrance palestinienne n'est pas une souffrance humaine pour ces gens-là. Et aujourd'hui, on est dans un moment d'instabilité qui est assez grand, et j'ai vu de nombreuses personnes se réjouir d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale en France. Les choses, elles doivent bouger. Macron, il doit partir. Mais il faut avoir conscience de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on est, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, ça va être une victoire de l'extrême droite, et des organisations comme la France Insoumise vont reculer. S'il y a une élection présidentielle anticipée, ce sera autre chose. Mais en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, dans l'état actuel, c'est ce qui va se passer en France. Et moi, je tiens à préciser que on n'est pas là pour, comme tu as dit au début, on n'est pas là pour faire une messe et se rassurer entre nous. On est là pour se dire les choses, apporter les critiques qu'on doit amener, et surtout pour pouvoir avoir la bonne stratégie antifasciste pour répondre à la situation dans laquelle on est. Et
aujourd'hui, on est dans une course de vitesse en France face à l'extrême droite et on ne l'a pas perdue. Alors, quelle stratégie antifasciste? On a plusieurs options. Est-ce qu'on va vers un antifascisme radical et autonome? Malheureusement, en France, on l'a vu, cette manière de faire de l'antifascisme, elle a isolé l'antifascisme. Ça a été 20 ans d'isolement et surtout, ça a été enfermé l'antifascisme dans une niche, alors qu'aujourd'hui, surtout, on a besoin de populariser cette lutte. On a besoin que chaque personne peut s'affirmer de l'antifascisme et on a besoin que chaque organisation, notre camp social et politique, peut s'affirmer antifasciste. On a quoi d'autre? On peut se ranger derrière la social-démocratie. C'est un pari risqué, mais lorsqu'on se rappelle des expériences de Tsipras, Éric Toussaint qui est derrière pour en parler mieux que moi, ou des échecs de Podemos, on peut se poser la question que c'est pas forcément la bonne solution. Surtout lorsqu'on voit, notamment lorsqu'il y a des périodes électorales, les compromissions, les compromis avec les organes qui ont trahi notre plan social et politique commencent à arriver. Je tiens à le préciser, la social-démocratie, ça peut être un outil, mais seulement un outil et pas une solution. Parce que la social-démocratie, sans mouvement social derrière, est un mouvement de facto réactionnaire. Pour nous, nous devons avoir 3 axes afin de vaincre l'extrême droite aujourd'hui. Il faut qu'on construise un front uni antifasciste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une position comme avant le Front populaire en France, classe contre classe. C'est-à-dire que si on fait ça, on va laisser l'extrême droite arriver au pouvoir. Non, on a besoin d'un front uni afin d'empêcher la prise de pouvoir de l'extrême droite, et ça, quoi qu'il en coûte. Parce que, je vais citer Lénine, dans le sens où on ne peut pas laisser la prise de pouvoir de l'extrême droite, parce que lorsqu'elle arrive au pouvoir, que ce soit en Hongrie, en Turquie, etc., elle ne lâche pas le pouvoir. Alors je vais citer Lénine, et Lénine disait un truc qui est très intéressant. C'est que le moindre droit démocratique est un point d'appui pour le prolétariat. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'extrême droite arriver au pouvoir. Deuxièmement, il faut qu'on s'attaque avec les armes du salariat organisé à ceux qui organisent la fascisation de la société et qui préparent le terrain pour que les fascistes arrivent au pouvoir. Et je pense notamment au Elon Musk, au Vincent Bolloré, au Sterrin. Ces milliardaires, ils ont des noms, ils ont des adresses. Et nous devons les frapper au portefeuille, notamment, je pense notamment à ce qui est fait sur les campagnes contre l'apartheid israélien, c'est-à-dire avec la campagne BDS. Ces choses-là, on peut les transposer à la lutte antifasciste. On peut frapper Vincent Bolloré, notamment sur ces compagnies de téléphonie, sur ces différentes entreprises. On peut mener des blocages de la production de ces usines. Et surtout, on peut faire appliquer la justice et se mobiliser pour que la justice s'applique contre leurs champions, comme au Brésil, comme avec Bolsonaro qui a été condamné à de la prison ferme parce qu'il a voulu organiser un coup d'État. Et troisièmement, on doit développer la riposte à l'échelle internationale, car nous combattons le même ennemi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des impérialismes, il n'y a pas des fascismes. Il y a un impérialisme, il y a un fascisme, et l'abattre au Brésil, c'est lui faire mal en France, c'est lui faire mal en Belgique, c'est lui faire mal au Congo, c'est lui faire mal en Turquie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'organiser collectivement à l'échelle internationale et qu'on a besoin de ces moments-là. Et c'est pourquoi cette date de la première rencontre antifasciste internationale à Porto Alegre est primordiale. On a besoin des uns et des autres. Et la situation en France, je vous le dis, elle peut basculer rapidement. C'est-à-dire que demain, on peut se retrouver avec un gouvernement d'extrême droite et on peut se retrouver avec une répression sans précédent en France. En France, on va de plus en plus loin dans la répression. On l'a vu notamment lors des dernières mobilisations sociales. Et dans une situation pareille, la Belgique et nos camarades belges peuvent être un point d'appui, une base arrière pour la lutte antifasciste en France. Je ne vais pas être très long, on me dit qu'il me reste qu'une minute. Et je vous le dis, mes amis, la période, elle va secouer ce qu'on connaît en France, ça va arriver en Belgique. Parce que la bourgeoisie, elle est en crise. Et il va falloir qu'on soit prêt, il va falloir qu'on soit solide sur nos appuis. Et je vais terminer en citant Léo Ferré et sa chanson
l'affiche rouge et que les fascistes l'entendent bien, la mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Merci John. Merci beaucoup. Julien, je te laisse prendre la parole. Tu pourras enchaîner. Ton micro est bon. Bien joué. Ouais, bonjour bonjour à toutes et à tous. C'est bien parce qu'il y a déjà plein d'éléments sur lesquels je vais pouvoir enchaîner et rebondir. Tu as demandé qu'on se présente un minimum, donc moi je suis participant, puisque c'est comme ça qu'on dit, du Front antifasciste de Liège depuis sa création, voire avant sa création. J'ai travaillé sur l'histoire de l'antifascisme de manière générale, mais surtout en Belgique, et je suis par ailleurs responsable syndical, et donc on va pouvoir venir aussi sur justement en quoi le monde du travail et les syndicats, ce qui peut être différent d'ailleurs, le monde du travail et les syndicats, peuvent être des alliés, peuvent intervenir dans cette lutte. Alors, on n'en est pas encore à la situation française, c'est clair, mais je te rejoins sur un point, c'est l'accélération des choses et sur la dégradation, mais vraiment très rapide de la situation pour notre camp, je vais le dire comme ça. Et on le voit notamment je pense qu'une bonne partie, vous êtes si pas liégeois, en tout cas belges, les 15 derniers jours, 3 dernières semaines ont été particulièrement significatifs sur la dégradation des choses et l'accélération. Et donc depuis qu'il y a eu cette action pour empêcher le MR et son président Georges-Louis Boucher de rentrer dans l'université de Liège, qui est une action qui était une réussite, on pourra en débattre, mais je pense fondamentalement que malgré le battage médiatique, malgré tout ce qui est arrivé après, ça reste une grande réussite comme action, de par le monde qui était là, mais aussi la détermination qui s'y est exprimée, et la joie des gens d'avoir pu exprimer leur colère. Et ça, je pense qu'il va falloir y revenir, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on trouve des moyens de permettre cette expression de la colère par rapport à une situation qui se dégrade, de comment on va pouvoir faire en sorte qu'elle s'exprime, mais qu'elle s'exprime sur la gauche et pas sur la droite ou l'extrême droite. Parce que ça, c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui par rapport aux dégradations sociales, c'est comment on va pouvoir gérer ça. Je le fais déjà maintenant. Mardi prochain, il y a une grande manifestation à Bruxelles, le 14, lancée par les organisations syndicales, mais bien plus large. Petit scoop, il y aura notamment, avant le départ de la manif, une prise de parole sur la Palestine par l'association belgo-palestinienne. Et donc il n'y aura pas que les organisations syndicales qui vont prendre la parole, mais il y aura une prise de parole là-dessus, justement pour souligner combien l'internationalisme est important, souligner combien le combat par rapport à ce qui se passe à Gaza est important, et souligner combien la lutte contre le gouvernement Arizona dans lequel on est en Belgique est une lutte qui se porte sur les questions socio-économiques, mais aussi sur la manière dont il gère la politique internationale. Et donc ce lien-là, il va être fait le 14. Je pense que c'est pas anecdotique comme fait. Alors, en Belgique, francophone en tout cas, on n'avait pas d'extrême droite, ou une extrême droite assez anecdotique. Et la stratégie qui a été mise en place par le Front antifasciste à Liège et puis toutes les structures antifascistes qui se sont créées, et quand je dis structure, c'est entre guillemets, parce que tu as parlé de dissolution de la Jeune Garde. En Belgique, depuis 3 semaines, il y a des volontés et des déclarations d'intention de vouloir dissoudre les mouvements antifascistes, mais avec quand même un truc qui est un peu particulier, mais je ne sais pas comment la Jeune Garde est organisée, mais au niveau belge, nous ne sommes même pas une association de fait. L'antifascisme n'a aucune structure. On n'a pas de PV, on n'a pas de président, on n'a pas de liste de membres. Sont les antifascistes ceux qui participent aux réunions, et ceux qui participent aux actions, ou ceux qui, à certains moments, tiennent un stand, etc. Il n'y a rien d'autre.
Et donc dissoudre une structure qui fondamentalement n'existe pas et aussi horizontale, ça va être comique juridiquement. À part s'attaquer à des individus qu'ils identifient comme antifascistes, mais là alors juridiquement on est sur autre chose, puisque l'antifascisme en Belgique, c'est même pas comme les syndicats. Les syndicats sont aussi, ou les partis politiques sont aussi des associations de fait, mais avec une structure, des statuts, des élections, des locaux. Je suis bien placé pour savoir que c'est une grosse structure, les organisations syndicales, et qui peut être complexe. Mais au niveau antifasciste, on n'est pas du tout là-dessus. Donc c'est vraiment un point important. Et je pense que c'est une caractéristique qu'on doit justement garder, de ne surtout pas commencer à créer une ASBL, des statuts, etc., que c'est la bonne solution qui a été choisie là-dessus. L'autre point sur notre antifascisme, désolé d'être peut-être un peu bouillon, l'autre point sur l'antifascisme en Belgique, c'est la question du front large. En tout cas à Liège, mais même à Bruxelles, etc. La volonté a toujours été justement d'aller des autonomes aux organisations syndicales et aux organisations d'éducation permanente. Et d'avoir un front assez large qui est dans le front antifasciste. Alors c'est pas toujours simple à gérer sur le débat politique, sur les moyens d'action, mais il y a eu une volonté dès le départ de faire le plus large possible, justement dans cette perspective de face à la menace, il faut que l'on puisse mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que tout le monde se parle et se respecte. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tous les moyens d'action, mais personne ne met son veto sur des moyens d'action. Et chacun peut agir comme il l'entend à certains moments, d'où d'ailleurs les positions qui ont été prises après ce qui s'est passé à l'université, où on a assumé et on a géré comme on pouvait le battage médiatique, mais sans condamner quoi que ce soit de ce qui s'était passé, pour celles et ceux qui ont été attentifs à la séquence médiatique qui s'est passée. Alors, pour ne pas être plus long, évoquer un point. Le front large, je viens de le dire. La question de la dissolution à laquelle on est confronté, je viens de l'évoquer. L'absence d'extrême droite en Belgique francophone, c'était jusqu'il y a quelques années, mois. Alors, on n'a pas de structure d'extrême droite. Ok, vraiment rapide. On n'a pas de structure d'extrême droite et on a toujours réussi à l'empêcher parce qu'on a hérité d'une situation où on n'y était pas et que toutes les tentatives qui se sont mises, on les a étouffées dans l'œuf par tous les moyens, y compris l'attaque des locaux. Et systématiquement empêcher toutes leurs réunions publiques avec une présence dans la rue. C'est ça qui explique qu'il n'y a pas eu de structure d'extrême droite qui se sont faites. Problème aujourd'hui, c'est le parti de droite qui tient tout le discours et qui s'extrême droitise. Et donc vous avez eu le cas en France, avec LR, etc., qui bouge. Mais ici, avec le MR et Georges-Louis Boucher, on est vraiment confronté à un problème qui est comment est-ce qu'on agit face à ce parti, où les autres partis refusent, et toute une série de politologues refusent de les classer en extrême droite. Et jouent sur un... Et donc, en termes d'acceptation de la lutte, autant l'acceptation était forte quand on allait lutter contre Nation, contre chez nous, autant on voit bien que le débat est différent quand on s'attaque au MR. Je pense qu'il faut le faire, mais on doit du coup réfléchir peut-être différemment. Et tout dernier point sur l'action antifasciste, il y a l'éducation permanente et populaire qui est importante, et on voit d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont suivi l'actualité hier, toutes les coupes qui sont et toutes les associations d'éducation permanente dont on va couper les subsides, ce n'est pas anecdotique. C'est un processus aussi d'extrême droitisation, de fascisation, que de couper les moyens à l'éducation permanente, à la culture, aux archives, à l'école. Ça prépare un terrain derrière, il va falloir lutter là-dessus. Il faut lutter sur le plan social, on pourrait y revenir sur les manifestations du 14, les perspectives de grève générale et ce genre de choses, et la lutte sociale effectivement contre le capital en même temps. Et le dernier point, mais ça on l'a abordé, c'est la lutte physique alors à un moment donné, concrète, contre les groupes d'extrême droite, contre les
des actions d'extrême droite qui peuvent se porter, ou en Belgique francophone, on a encore une situation qui n'est pas celle de la France. Je pense qu'il faut vraiment la maintenir le plus longtemps possible, avec la réflexion sur le MR, mais ça, ce sera pour le débat. Antoine, je te laisse la place. C'est toi d'abord? Ok, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Cyrine, je suis étudiante en sociologie à l'ULB. Ces 2-3 dernières années, j'étais fort impliquée dans les mouvements pour la Palestine. Et je suis aussi militante à la JOC, donc la jeunesse organisée et combative. Je sais que c'est un peu prétentieux comme nom, mais bon, jeunesse ouvrière et chrétienne n'était plus trop d'actualité. Voilà. Cette année, avec la JOC, donc chaque année, avec la JOC, il y a une campagne. Cette année, la campagne politique porte sur colonialisme et fascisme. Donc, dans notre travail, cette année, on veut insister et rechercher les continuités entre fascisme et colonialisme, notamment avec la notion de choc en retour. Est-ce que, à main levée, comme ça dit quelque chose à quelqu'un? Le choc en retour? Voilà. Bon. Intéressant. Donc c'est une notion qui a été utilisée par Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme et aussi par Hannah Arendt, qui elle parle plutôt d'effet boomerang dans son livre sur le totalitarisme. Et donc c'est deux auteurs avec leurs différences chacune qui soutiennent en fait que les formes de fascisme européen ont toujours été liées avec l'expérience colonialiste. C'est-à-dire que les structures idéologiques de racisme, de pureté de la race, de pureté de la nation, le darwinisme social, etc., ainsi que les techniques très concrètes de mise à mort et de contrôle des populations appliquées pendant la colonisation, ont toujours systématiquement sont revenus en Occident sous des formes, la forme de dispositifs qu'on peut tout à fait qualifier de fascisme. Parce qu'en fait, quand on parle de fascisme, on pense immédiatement aux grosses figures, à Hitler, à Mussolini, à la Shoah, mais on oublie souvent que ces violences extrêmes ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont été préparées, expérimentées et justifiées ailleurs, dans les colonies, et ensuite en Occident sur les corps étrangers, sur les descendants d'immigrés, sur les migrants, sur les sans-papiers, dans les quartiers populaires, pour après seulement être exercées sur les mouvements sociaux et les populations moyennes blanches. Rapidement, quelques exemples historiques pour illustrer mon propos. Je suis désolée, c'est un petit peu scolaire, ça ne va pas rester là-dessus. On va parler du laboratoire colonial allemand. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais l'Allemagne a colonisé la Namibie et a exercé ce que beaucoup d'historiens appellent le premier génocide du XXe siècle sur les peuples indigènes allemands. Donc, les peuples Herero et Nama sont des peuples indigènes allemands. Et donc là-bas, l'Empire allemand a mené, après une révolte des Herero, donc des peuples indigènes, ils ont mené une guerre d'extermination pure et simple. Notamment le général, je ne sais pas si vous connaissez, Lothar von Trotha, qui ordonne l'ordre d'extermination, est encore trouvable aujourd'hui, leur extermination pure et simple. Et donc des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont chassés dans le désert, les points de l'eau sont emprisonnés, et les survivants sont abattus à vue. Et on estime que 80% des Herero et 50% des Nama ont été massacrés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que ça nous intéresse aussi. L'Allemagne met en place ses premiers camps de concentration, c'est comme ça qu'ils les appellent, le mot est employé dès 1905, où les survivants de ce génocide sont réduits au travail forcé jusqu'à la mort. C'est dans ces camps, comme celui de Shark Island, qu'on teste déjà les principes de l'extermination par le travail, qu'on retrouvera plus tard dans les camps nazis. Et ce n'est pas un hasard, des scientifiques allemands comme Eugen Fischer, professeur d'anatomie et pionnier de l'eugénisme, mènent sur place des recherches raciales. Ils mesurent les crânes, dissèquent les corps, étudient les métis nés de viols coloniaux pour prouver la dégénérescence liée au métissage. Et donc Fischer publiera en 1913 Les bâtards de Rehoboth. Et donc c'est un ouvrage qui deviendra une référence du racisme scientifique. Et quand Hitler sera emprisonné à Landsberg en 1924, il lira ce livre et s'en inspirera plus tard pour le projet nazi. Autrement dit, le projet nazi s'enracine directement dans l'expérience coloniale
l'idéologie raciale, la bureaucratie de la mort, la déshumanisation scientifique, la notion d'espace vital, tout cela s'expérimente d'abord en Afrique avant d'être rapatrié en Europe. Là-bas, les victimes étaient noires. Plus tard, en Europe, elles deviendront juives, roms, handicapées, communistes. Donc ce n'est pas un hasard si Enzo Traverso, un historien italien, parle du fascisme comme un colonialisme intériorisé. L'Allemagne, privée de ses colonies après 1918, colonise de l'intérieur. Les Juifs et les Roms deviennent des nouveaux indigènes de l'espace européen. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette histoire est fondamentale, parce qu'elle fait tomber l'illusion d'une rupture entre le colonial et le fasciste. Elle montre que le fascisme européen n'est pas une exception morale, mais une conséquence logique d'un monde qui a été bâti sur la hiérarchie des races, sur la domination et sur l'exploitation coloniale. Et cela nous renvoie aujourd'hui encore à la continuité de ces logiques. Les frontières de l'Europe, les centres fermés, la criminalisation des migrations, la hiérarchie entre les vies dignes et indignes. Tout cela est héritier de cet ordre racial et colonial. Il y a plein d'autres exemples historiques dont on pourrait parler. Le cas algérien, la colonisation française. L'Algérie a toujours ramené en métropole, d'abord sur les descendants d'Algériens, et puis ensuite dans les quartiers populaires, des méthodes qui ont été appliquées en Algérie coloniale. Les couvre-feux, le quadrillage des quartiers, la surveillance accrue, les massacres. Aujourd'hui, par exemple, la France utilise dans les dom-toms, donc dans le territoire d'outre-mer, elle va tester des techniques de répression, d'abord sur les territoires colonisés, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, en outre-mer, comme des flashballs, les nouvelles grenades lacrymogènes, pour ensuite les utiliser en France, en métropole, d'abord évidemment dans les quartiers populaires, et puis sur les mouvements sociaux. On peut parler de la Belgique aujourd'hui. La Belgique, et particulièrement la police d'Anvers, utilise de plus en plus de technologies de surveillance issues d'entreprises israéliennes. Donc c'est le cas par exemple des outils Cellebrite, de Briefcam. Donc c'est des technologies qui sont développées à partir d'expériences de contrôle sur la population palestinienne. Et donc ensuite exportées comme des solutions de sécurité à l'Europe. Donc Israël met sur un marché mondial de la sécurité des technologies qui ont, disons, la marque d'avoir été testées sur les Palestiniens. Donc ici, on a un cas colonial où des techniques de mise à mort et de contrôle et de surveillance sont testées dans un laboratoire que sont les Palestiniens et qui sont ensuite mises sur le marché sécuritaire mondial. Et la police belge, parce que c'est pas que la police d'Anvers, et plein d'États occidentaux sont ravis de ça. Hein. Donc il faut en être conscient. Donc c'est un bon exemple de ce qu'on appelait le choc en retour, donc le retour dans les métropoles occidentales de techniques d'oppression d'abord testées en contexte colonial. Et comme je l'ai dit, même ce retour-là ne s'applique pas de manière égale. En réalité, il suit des lignes de fracture raciale et sociale. Ces technologies, elles sont d'abord déployées sur les populations déjà marginalisées dans les quartiers populaires, les jeunes racisés, les étrangers, les sans-papiers. Et ensuite, elles s'étendent aux militants et aux mouvements sociaux pour enfin toucher les populations moyennes blanches, dans une forme de durcissement global d'un régime ou d'un fascisme accéléré. Et donc tout ça pour dire que ce n'est pas une dérive sécuritaire, c'est la matérialisation d'un appareil fasciste qui est déjà en place, qui a déjà ses structures, qui perfectionne ses outils sur certaines populations avant de les généraliser. Comprendre ça, parce que je parlais de la police, pour moi c'est important quand on parle de fascisme, de considérer la police pour ce qu'elle est. Non pas une institution neutre, mais le bras armé d'un État racial et capitaliste. Il y a plein d'histoires, il faut s'intéresser vraiment à l'histoire de la police. Je vous invite en France, en Belgique, aux États-Unis. Elle a une histoire, en fait, sa fonction première, et ça l'est toujours aujourd'hui, ça a toujours été le contrôle des populations jugées indésirables. Indésirables d'un point de vue racialisé, donc ceux qui n'appartiennent pas au corps de la nation, les non-blancs, les descendants d'immigrés, et l'indésirable au sens, le plus prolo des prolos qui ne sert plus à rien, l'handicapé, le malade, voilà. Donc pour moi c'est important de parler de ça, et c'est ici que pour moi je parlerai d'un fascisme déjà là, après Antoine va poursuivre, d'un déjà là fasciste. Pour moi, loin d'être un danger futur, je considère que le fascisme existe déjà sous des formes institutionnelles appliquées à des populations spécifiques, non blanches, migrantes, racisées, pauvres,
les frontières et les politiques migratoires européennes en sont un instrument central. Ce n'est pas des simples lignes géographiques, mais des dispositifs matériels et technologiques de tri et de mise à mort. Des milliers de personnes meurent chaque année en Méditerranée et aux portes de l'Europe, tandis que d'autres, dont des Palestiniens aujourd'hui en plein génocide, sont enfermés dans des centres fermés, des prisons pour étrangers, littéralement. Et donc ces lieux, pour moi, incarnent la mise en œuvre concrète d'un pouvoir fasciste, une politique d'exception, un état d'urgence appliqué à certaines populations, et donc fondée sur la déshumanisation, et tout ça rendu acceptable parce qu'elle vise des vies considérées comme de moindre valeur. La Belgique a été plein de fois condamnée d'ailleurs pour les conditions inhumaines de ces centres fermés, mais bon, je passe là-dessus. Et donc, oui, les politiques migratoires européennes forment une infrastructure du fascisme contemporain. C'est un système où l'exclusion, la surveillance, la violence institutionnelle deviennent normales, légitimes, banalisées, tant qu'elles s'exercent sur les autres. Et j'attire votre attention, j'en parlais tout à l'heure, mais aujourd'hui à Bruxelles, ces dernières semaines, on assiste littéralement à des rafles de Palestiniens dans la rue. Des Palestiniens qui sont en demande d'asile ou qui sont sans papier, qui ont peur de se balader en rue parce qu'à tout moment, ils peuvent se faire choper par les flics, se faire envoyer en centre fermé et puis se faire déporter. Et j'insiste sur l'usage de ces mots. Cette semaine, on a perdu quelqu'un en centre fermé qui a mis fin à ses jours pour des conditions de détention horribles et parce qu'en fait, en plein génocide, on se fait enfermer comme des animaux. Donc voilà. Pour moi, c'est important de dire aussi que, ici, dans le cas des Palestiniens arrêtés à Bruxelles, Philippe Claus est complice, Philippe Claus socialiste, hein, et donc on a bien une gauche qui a permis aussi la mise en place d'une police sécuritaire, d'une police à qui on donne de plus en plus de moyens, et appliquer des... Voilà, enfin, la gauche libérale a participé à déjà la fasciste. Les centres fermés ont été mis en place par des gouvernements de gauche. Le tournant sécurité, je veux dire, aux dernières élections, regardez les mots employés par tous les partis, y compris de gauche, qui ont cédé au langage et au chantage sécuritaire. Tous demandent plus de moyens pour la police, tous parlent de sentiments d'insécurité, sans se concentrer concrètement sur ce qui ne va pas dans ce pays, savoir la crise sociale, la crise économique. Donc voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que le fascisme, en fait, n'est pas un événement à venir, un basculement soudain. C'est un régime de pouvoir déjà en marche, qui choisit ses cibles, qui teste ses dispositifs et qui s'étend progressivement à mesure que nous détournons le regard. Le fascisme n'est pas à venir, il est déjà là, pas sous la forme d'un coup d'État, d'un uniforme ou d'un salut, mais dans des institutions même de nos démocraties libérales, dans les commissariats, dans les préfectures, dans les frontières, dans les algorithmes de surveillance, dans les centres fermés. Et ce fascisme-là, technocratique, policier, n'a pas été instauré par l'extrême droite seule. Il a été mis en place, consolidé, justifié souvent par des gouvernements et des partis de gauche. Donc ceux qui, au nom de la sécurité, ont prolongé l'état d'urgence, ont laissé mourir en mer ou enfermés dans des centres fermés. Donc autrement dit, le fascisme a déjà trouvé ses laboratoires dans la gestion ordinaire des indésirables. Et donc pour moi, un antifascisme qui se limite à dénoncer l'extrême droite tout en oubliant tout ça, se trompe en partie. Le fascisme, pour moi, ne commence pas avec Le Pen ou De Wever. Il commence avec l'acceptation quotidienne de la violence d'État contre certaines vies jugées moins dignes. Il commence dans le silence autour des morts à la frontière, dans l'indifférence face aux meurtres policiers, aux violences policières, dans l'idée que tout ça, c'est pas notre problème, ou que c'est pas le vrai fascisme, ce vieux spectre historique qui hante encore votre mémoire blanche. C'est pourquoi un antifascisme conséquent doit être décolonial. Il doit comprendre que la matrice du fascisme est coloniale, que les dispositifs de répression testés dans les colonies ont été importés ici, recyclés, perfectionnés, et que ce qui est aujourd'hui expérimenté sur les populations racisées, migrantes, sans papier, pauvres, sera demain généralisé à d'autres. Et donc résister aujourd'hui, c'est refuser de se rendre complice du fascisme déjà là. C'est rompre le contrat racial et social sur lequel reposent nos démocraties libérales. C'est relier les luttes contre le racisme, contre la police, contre les frontières, contre le capitalisme sécuritaire. Parce qu'il n'y aura pas d'antifascisme victorieux sans décolonisation de nos espaces politiques, sans décolonisation de notre projet politique, sans reconnaître que le fascisme ne vient pas soudainement, mais il s'étend. Et je finirai, désolée d'avoir été longue, par la célèbre formule d'un grand monsieur qui a dit un jour « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. »
Alors, comme Fanon à son temps, soyons à la hauteur de notre histoire. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Vas-y, réponse. Bonjour, bonjour. Alors je vais être un peu moins orateur que mes camarades. C'est un peu la première fois que je fais ça, donc voilà, j'ai un peu le trac. Moi je vais être un peu plus terre à terre, un peu moins pédagogue que Cyril. Après, elle a déjà dit beaucoup de choses que je veux dire aussi, donc voilà, c'est très bien. C'est très bien. J'aurais moins à dire. Moi, j'ai un peu plus me focaliser sur Liège, sur mon expérience en tant que militant antifasciste. Et donc je vais démarrer directement. Est-ce que les personnes ici à Liège sont déjà venues au club de boxe populaire? Mais qui est liégeois en fait ici dans la salle? Oui, c'est ça, oui. Donc, je vais parler de Liège, en fait vous ne connaissez pas Liège, quoi. Goûter notre spécialité incroyable. Alors il y a 7 ans, moi et 2-3 copains, on a créé un club de boxe à Liège. Ça s'appelle le club de boxe populaire à Liège. Dans l'idée, on partait du constat qu'une nouvelle extrême droite, élégante, bien sapée, propre sur elle, pas les néo-nazis des années 80 avec des croix gammées, voilà, une nouvelle génération fasciste, avec une fétichisation de la violence. Voilà, il y a ces grandes vidéos Génération Militaire par exemple en France, où on les voit en rang, voilà, c'est vraiment des jeunes entre 18 et la trentaine, et en rang, faire des grandes actions dans les Alpes avec des moyens extraordinaires, des hélicoptères, des voitures, pour aller défendre les frontières européennes. Voilà, un peu comme un antivirus qui viendrait protéger son corps contre des menaces étrangères, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée de construire ce club, c'est en fait se dire waouh, en fait l'extrême droite est vraiment en train de s'organiser physiquement pour cette guerre raciale, comme ils aiment tant en parler. Et ils sont sur le terrain, ils s'organisent physiquement, et c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment dans la gauche occidentale. C'est-à-dire ces savoir-faire, cette appropriation de l'autodéfense, de l'usage de la violence politique. Et donc c'est vraiment ce savoir-faire-là, je me dis waouh, ok, quand demain il y a ce qu'il y a une Vrinden qui débarque à Wallonie dans les rues de Liège, ouais, en fait, on sait pas se battre. Et donc j'ai lancé ce club, et puis voilà, il y a beaucoup de militants de gauche qui ont débarqué, des Noirs et des Arabes, on va les appeler les concernés, voilà, les racisés, comme on aime bien les appeler. Voilà, grâce à ce club, il y a 2 mondes qui se sont rencontrés. C'était pas drôle. Hein. Quand les militants blancs rencontraient les jeunes noirs et arabes des quartiers, ça a été un peu waouh. C'était pas du tout le même monde, pas du tout le même langage. Malheureusement, ils sont partis parce que les blancs les effrayaient avec leurs codes politiques, leurs codes moraux. Et donc, je dis ça juste pour souligner un peu comment les militants antifascistes fantasment toujours les étrangers, les racisés, à poser toujours cette question de mais où sont-ils dans nos luttes? Pourquoi ils ne sont pas avec nous pour lutter contre ce qui les, entre guillemets, concerne, donc le fascisme? Pourquoi c'est encore toujours nous qui devons nous battre contre ça? Moi j'ai envie de vous répondre, c'est que eux au quotidien, ils luttent au quotidien contre le racisme, contre les idées d'extrême droite. Ils luttent déjà pour survivre au quotidien. Donc ils n'ont pas eu besoin, et ça c'est une question qui m'a été posée par un camarade au club de boxe, mais c'est où elles sont les personnes racisées, pourquoi elles ne sont pas là? Et j'ai dit écoute, elles ont déjà les espaces d'émancipation, elles n'ont pas besoin de nous, elles n'ont pas besoin d'être sauvées en fait. Donc c'est souvent ce réflexe qui vient souvent dans nos milieux, on veut sauver les autres. Mais eux, ils vivent, comme l'a très bien dit Céline, ils vivent déjà le fascisme au quotidien. Et comme disait Irving Newton en 1972, les Noirs en Amérique vivent sous une forme de fascisme car ils subissent une oppression totale, politique, économique, sociale et policière. Et donc, c'est à nous de faire ce travail d'antifascisme radical. Je me perds.
où je suis. En fait, ce qu'ils attendent de nous, surtout, c'est de montrer l'exemple d'un vrai mouvement antifasciste qui s'occupe réellement de ce qui les opprime, c'est-à-dire la justice raciste, la police raciste, les camps, les centres fermés qui les enferment, les frontières. Donc c'est là-dessus en fait qu'on doit agir. Pas en permanence aller chercher Tanguy, le facho du fin fond de Liège, qui a des croix gammées sur lui, où on est toujours dans cette posture idéologique, c'est très formel, les fachos c'est pas bien, tout ça, mais les structures fascistes, elles sont là, et c'est là-dessus, c'est ça qu'on doit attaquer. Et par exemple à Liège, voilà, on a un centre fermé, qui est là depuis les années 90. Il y a eu des mouvements au début pour le faire fermer, pour le démanteler, mais aujourd'hui, chaque année il y a une marche, un peu triste, hein, voilà, on marche contre le centre fermé de Vautelle, voilà, on marche, et puis on rentre tous chez nous, eux ils sont toujours là-dedans, ils sont toujours enfermés. Moi, je pense que les personnes concernées attendent de nous, c'est qu'on fasse des marches de libération, qu'on aille là-bas, qu'on ouvre qu'on les libère en fait, qu'on soit des actions dans des processus plus radicaux. Voilà, ça peut être très fantasmé, hein, mais c'est de montrer cet exemple de s'attaquer directement à l'autoritarisme qui domine leur vie, quoi. Par exemple, mettre en place des systèmes de surveillance de la police ou de récolte des violences policières. C'est ça aussi, c'est directement les aider parce que la police elle est en permanence dans les quartiers en train de les surveiller. Eux, ils ne vont pas porter plainte à la justice parce que la justice, elles savent qu'elle n'écoutera pas leur plainte. Donc c'est là-dessus que si on veut lutter contre le fascisme, on va démanteler les structures du fascisme qui sont déjà présentes. Parce que entre la situation actuelle, donc démocratie actuelle, et demain un gouvernement de droite en Belgique, expliquez-moi où sera la différence. Il n'y aura pas de différence. Il y aura peut-être un peu plus d'Arabes et de Noirs en prison, mais les prisons sont déjà remplies majoritairement de personnes racisées. Par contre, ça va toucher les islamo-gauchistes. C'est vrai. Voilà. Et en pensant de découvrir un peu le fascisme quand ça touche uniquement les blancs. Le fascisme là, l'autoritarisme arrive, ça va nous toucher. Mais non, putain, ça touche déjà les corps concernés en permanence au quotidien. Donc voilà, ce serait vraiment revenir à l'antifascisme beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concentré sur les structures oppressantes, quoi. Et pas un antifascisme moral, les fachos, c'est les gentils, nous c'est les méchants, nous on est les gentils. Voilà. Il nous reste concrètement une demi-heure. Je voudrais prendre le temps ici, 30 secondes, de laisser la place pour des réactions ici dans le panel, dans les intervenants, et intervenantes bien sûr. Ouais, vas-y, viens. Julien également, si tu veux prendre la parole 30 secondes pour réagir. Sinon, après, on enchaînera sur des petites questions en lien avec tout ce que vous venez de raconter. Vas-y, Jeff. Ouais, j'ai été d'accord avec globalement ce qui a été dit, mais j'ai quand même. J'ai été d'accord sur l'ensemble de ce qui a été dit, mais j'ai quand même une vision un peu différente de ce qu'est le fascisme. Là, j'ai entendu que, en fait, le fascisme, il est déjà là, que en fait, tout ça, c'est qu'en fait, c'est une continuité. Je suis d'accord, mais je pense que même Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme et sur le choc en retour, il dit une chose, c'est que avant d'en être la victime, on en a été le complice. On l'a absous, on a fermé les yeux dessus, car elle ne s'était appliquée qu'à des peuples européens. C'est-à-dire que ce que Aimé Césaire dit, c'est que il distingue le colonialisme et le fascisme, mais il dit que le colonialisme nourrit le fascisme et qui permet
que ça s'applique en Europe. Et je pense que dire que le fascisme, il est déjà là, moi je pense sincèrement qu'on se fourvoie. Sincèrement, on n'a rien vu. Sincèrement, on n'a rien vu de la barbarie humaine. Ce qui est en train de se passer, notamment avec les réfugiés, etc., c'est terrible. Il y a des morts. Moi, je connais un camarade que j'ai, turc, qui a été mis dans des cras en France. La communauté kurde, elle en est victime en France. Elle est expulsée directement en Turquie et ils finissent directement dans les prisons de Erdogan. C'est des choses qu'on en a conscience. Mais je pense que ne pas définir et spécifier ce qu'est le fascisme, quelque part, c'est amener de la confusion. Et à partir de là, on n'arrive plus à être audible. C'est-à-dire que le fascisme, il est partout. Le fascisme n'a jamais cessé. Mais du coup, c'est quoi le fascisme? C'est-à-dire, c'est l'ensemble du système capitaliste et impérialiste qui a toujours été là. Le fascisme, c'est la dictature ouverte de l'extrême droite. C'est-à-dire que lorsque on aura le fascisme, ce genre de réunion, ce sera plus possible. Moi, le fascisme, je le connais. Moi, en France, je veux dire, vous avez de la chance, vous n'avez pas des fascistes dans la rue. Nous, en France, ça s'est multiplié comme des champignons. C'est-à-dire que moi, j'ai été attaqué 2 fois à mon domicile. C'est-à-dire que la première fois, je veux dire, quand j'étais attaqué, c'est qu'on a essayé de me tuer. Il y a eu, je veux dire, j'ai fini dans un état pitoyable la première fois. Bon, la deuxième fois, j'étais mieux préparé, ils ont couru. Mais je veux dire, le fascisme, il vise à nous détruire. Il vise à détruire toute la solidarité qu'on essaie de construire. Et ce que je dis là, c'est pas, je ne nie pas que la démocratie bourgeoise peut amener le fascisme. Je veux dire, vraiment, c'est une continuité. C'est pour ça que je parlais de fascisation. Mais dire que le fascisme est déjà là, je pense que c'est nous fourvoir et empêcher de lutter concrètement sur ce qui nous attend. Et ensuite, sur ce que tu disais sur l'autodéfense, je suis vachement content que ça s'organise en Belgique, il y a des clubs de boxe, c'est vachement intéressant politiquement d'organiser ce genre de choses. Nous, avec la Jeune Garde, on a amené le côté de l'autodéfense, mais aussi ça va être un conseil. La boxe, ça sert à rien. Non mais c'est vrai, hein, ça sert à rien. Nous, on a le leader des fascistes qui allait rejoindre qui a des liens avec le commando Azov, qui allait en Arménie combattre contre l'Azerbaïdjan. Je veux dire, il fait plus de 100 kilos, c'est un mastodonte, il s'entraîne tout le temps, il est champion de kickboxing et de JJB. Je veux dire, c'est un camarade de 60 kilos, il est arrivé, bum, couché quoi. Et il n'y a pas besoin de boxe. Ce qu'il nous faut, c'est de l'organisation collective, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'entraîner à la boxe, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner collectivement à se défendre contre les fascistes, parce que la vision de la violence des fascistes, c'est une vision qui est viriliste, qui est celle de l'homme, du surhomme, et nous, on amène quelque chose qui est différent, c'est-à-dire une vision collective de l'autodéfense, c'est-à-dire que tout le monde peut faire de l'autodéfense, que ce soit une femme, un homme, et que ce soit avec nos différences de compétences dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous, notamment que lors des Gilets jaunes, on a mené des batailles rangées face à l'extrême droite, notamment en Gilets jaunes. Et on avait, par exemple à Lyon, on avait 70 fascistes, c'est-à-dire dedans avec des gens, des hooligans, avec notamment du virage sud Lyon. Et on est arrivé avec une ligne de 15 personnes organisée, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas personne qui faisait plus de 70 kilos dans cette ligne. Et cette ligne-là, on l'a tenue, et on a fait reculer l'extrême droite. Merci bien. Bref droit de réponse, et puis on enchaîne Julien. Non? Oui? Bah, tu vas? Non mais t'inquiète, vas-y. Oui, mais du coup, je pense que quand on amène la question de la continuité entre fascisme et colonialisme, et qu'on dit qu'il y a un déjà-là fasciste, on ne dit pas qu'il y a un déjà-là d'État ou de pouvoir fasciste ou de dictature. C'est de dire que certaines populations vivent déjà
des dispositifs qu'on pourrait qualifier de pré-fascistes, ou en tout cas qui, s'ils s'étendent au reste de la population, constituerait un État fasciste ou pré-fasciste. En fait, ce qu'on voulait amener ici, et je pense que c'est des choses qu'on a pu voir beaucoup sur les réseaux, sur Instagram, sur les dernières semaines. Je suis tombée sur un post, par exemple, qui disait « En fait, le fascisme, c'est le colonialisme appliqué aux Blancs. » Et on a l'impression que les antifas et que la gauche, on a quelque chose à faire que quand ça va les toucher. Et moi, j'entends, et vraiment, je pense aussi que c'est tracassant et qu'on doit faire attention à ça ici et prendre de votre exemple dans le fait que des antifas se fassent chasser, chasse à l'homme dans la rue par des fachos, c'est inquiétant. Mais je veux dire, avant que nous, la gauche et les antifas, on soit pourchassés dans la rue par des fachos, pour ce qu'on fait, il y a des gens qui le sont pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont racialisés, parce qu'ils sont déshumanisés, qu'il y a des structures qui les déshumanisent et qui les identifient comme des vies moins dignes, des vies moins importantes. Donc parler du dégel fasciste, c'est parler des structures qu'on est en train de nourrir aujourd'hui qui pourraient potentiellement servir d'appui à un régime fasciste demain. Donc il n'est pas à la porte, il est dans le salon, disons, le fascisme. On parle de surveillance généralisée, que la police, que l'État de façon générale est avide de technologies de surveillance, qu'on va de moins en moins pouvoir se cacher, de faire des choses. Une police violente, raciste, impunie et couverte par un pouvoir judiciaire et politique. Des frontières militarisées, des mises à mort aux frontières, dans les commissariats. Je veux dire, c'est se concentrer sur les structures qui permettraient un pouvoir fasciste. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, ça ne s'arrête pas à l'extrême droite et aux milices fascistes. Évidemment qu'il faut les combattre, évidemment que ça fait partie de la lutte antifasciste, mais on va vite se laisser dépasser, je pense, le jour où en fait on n'aura pas lutté contre la police raciste, on n'aura pas amené la question de la définanciarisation de la police, de en fait à quoi elle sert, et pas juste, c'est pas en fait pour moi, voilà, la police, c'est pas des travailleurs comme les autres à défendre, voilà, moi je vois c'est aussi, je me suis un peu perdue à la fin, mais vous comprenez quoi, c'est ce truc de on est attaqué, nous, Antifa, par des fachos pour ce qu'on fait. Il y en a qui sont attaqués, tués, déjà marginalisés pour ce qu'ils sont. Et donc moi, c'est ce truc de double, d'attention ou de tracas à géométrie variable. Moi, je parlais des rafles de Palestiniens cette semaine à Bruxelles. C'est pas nouveau, hein. Ça fait depuis que les centres fermés, les politiques migratoires racistes sont de mise dans ce pays, que des gens peuvent se faire à tout, un bête contrôle de la tech, de la STIB dans un bus, ils peuvent finir en centre fermé et se faire déporter. Voilà, je trouve que ça, it's ringing a bell, red flag. Je pense en fait ça s'étend, c'est chaud. C'est pour ça qu'il faut se concentrer là-dessus. Donc nous, on propose aussi un antifascisme qui intègre la lutte contre les centres fermés, qui intègre le cop-watching, le fait de ne pas laisser les gens aller se faire foutre en centre fermé, se faire déporter. Parce qu'après, ce sera vous les islamo-gauchistes, ce sera vous les blancs, et on sera bien malheureux qu'on n'ait rien fait dès le départ, quoi. Merci Cyril. Julien, un avis, une posture, quelque chose à défendre, à ajouter sur cette question-là? Non, simplement que moi j'invite les gens à aller voir ce qui est publié et ce qui est relayé par le Front antifasciste de Liège, et je pense qu'alors il y a toujours à s'améliorer, il y a toujours à faire mieux, mais que par exemple cet après-midi il y a un rassemblement devant le centre fermé de Votem par rapport à la question de l'emprisonnement des Palestiniens au centre fermé, c'est relayé par le Front antifasciste, et le Front antifasciste appelle à y aller. Donc je pense que ces dimensions-là, elles sont présentes dans l'antifascisme, en tout cas en Belgique francophone, elles ne le sont peut-être pas encore assez, il y a certainement encore du travail à faire sur rejoindre les luttes et les faire, mais voilà, le Front antifasciste a été systématiquement dans les manifestations antiracistes en mars, etc. Donc je pense que c'est une dimension qui est bien intégrée aujourd'hui, qui doit encore l'être un peu plus, mais on a quand même intégré déjà ces questions-là dans les choses. Je pense que c'est quand même important à ressouligner. Merci.
Sujet extrêmement complexe, énormément de nuances et énormément d'éléments à ajouter. On avait dit qu'on essaierait de toucher à beaucoup de questions, soit on continue dans cette direction, et là je vous regarde toutes et tous ici à la table, soit on enchaîne vers une petite séance de questions plus spécifiques, et ensuite on se dirigera vers vous, messieurs, dames du public. Je regarde. Ok, eh ben on y va. Moi j'avais une petite question quand même avant de me tourner vers le public, il nous reste donc, on a dit, une vingtaine de minutes. Petite question qui s'adresse un peu à tout le monde ici à la table. On parle énormément de complicité en ce moment, que ce soit notamment avec la cause palestinienne, mais que ce soit aussi en parlant du MR, que ce soit en parlant du traitement des individus ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Quelle complicité de la part du système médiatique en place ici en Europe occidentale? Quel positionnement est-ce qu'on doit adopter par rapport à ces médias? Quelle stratégie est-ce qu'on doit adopter, nous qui voulons lutter à notre échelle? Est-ce que vous avez des avis, des opinions, et quel serait le message à défendre justement dans les médias traditionnels? On a 3 heures. On a 3 heures, ouais. Brièvement, en 2 mots. Vas-y. Je m'y colle un peu, puisque suite à ce qui s'était passé avec Boucher, le MR à l'université de Liège, j'étais un peu confronté à la question, à devoir intervenir dans les médias, on va dire traditionnels, mainstream, vous les appelez comme vous voulez, y compris à accepter une invitation sur la chaîne LN24, qui n'est pas forcément la chaîne de TV la plus proche de nos idées, et qui est plutôt quelque chose qui diffuse un discours qui participe à la montée de l'extrême droite et d'un climat, en tout cas d'extrême droite et de fascisation de la société, mais qui n'est quand même pas CNews. Donc je veux dire, par rapport aux camarades, ce n'est pas comme accepter une invitation à CNews. Et c'est un vrai débat, j'aimerais bien t'entendre d'ailleurs là-dessus, sur est-ce qu'on doit à un moment donné aller sur ces plateaux-là, etc. Donc le choix a été fait d'y aller. Parce que c'est l'occasion d'aller tenir l'autre discours, et qu'à partir du moment où le plateau était correct et que je ne me retrouvais pas, enfin que c'était le dispositif était relativement correct et que ça permettait de faire passer notre message, il était important d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on a tout le travail sur l'opinion publique plus large que nos publics convaincus. Là, je reprends ma casquette syndicale et je reviens sur la question du racisme. On a du boulot. Il y a du boulot. En formation syndicale, c'est en train de monter. C'est en train de vraiment monter. La question du rejet de l'autre, la question du rejet sur les chômeurs, sur les allocataires sociaux, c'est terrible d'entendre maintenant à certains moments dans les formations syndicales ce qu'on peut entendre par rapport à ça. C'est moi je travaille, ils n'ont qu'à travailler, etc. Et sur les personnes étrangères, notamment sur Gaza, à la FGTB, vous avez peut-être suivi, mais il y a quand même une prise de position forte. Alors ça n'a pas été jusqu'à l'appel à la grève dans les entreprises, mais notamment parce que les travailleurs des entreprises ne demandent pas à faire grève pour Gaza. Je veux dire, il faut être clair aussi, le mandat syndical, c'est aussi être à l'écoute des travailleurs du lieu. On peut essayer d'impulser des choses, mais la réalité de terrain et ce que les gens veulent pas, c'est quand même quelque chose d'important dans une démocratie syndicale. Mais c'est un débat qui est mené. On a mené le débat, mais on a plein d'affiliés qui demandent « Mais pourquoi est-ce que vous parlez de Gaza? Moi, ce que je veux que vous parliez, c'est de mon salaire. » Et donc, ces questions-là sont importantes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour moi, du coup, par rapport aux médias traditionnels, on a un travail d'arriver à faire passer notre message. Il ne faut pas hésiter à y aller, en sachant que ils ne sont pas de notre bord et qu'ils ont un discours idéologique. Pour les Belges qui lisent un tout petit peu la presse, et alors ça c'est toute la question, c'est les réseaux sociaux, c'est encore un autre débat, mais pour ceux qui lisent la presse, la Libre et Sudinfo, mais c'est grosso modo sans surprise, mais les 15 derniers jours, 3 dernières semaines, sur l'action contre Georges-Louis Boucher ou sur Gaza,
C'est juste horrible ce qui était écrit dans leurs éditos, ce qui était écrit dans leurs articles, etc. Et donc il y a un enjeu à essayer d'aller tenir un autre discours dans ces médias-là. En tout cas, c'est une position qui nous semble importante, sans illusion complète, mais c'est important parce que, oui, moi j'ai vraiment le sentiment que le racisme remonte très fortement et que sur l'antiracisme, nous sommes en train de perdre le combat. Et ça m'inquiète très fortement. Je suis désolé, je ne suis pas positif pour le moment, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vague réactionnaire qui s'accélère et sur laquelle nos digues sont en train de céder. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à un barrage qui se fissure de partout, qui casse de partout et qui à un moment donné va s'éclater. Voilà, je pense qu'il y a urgence à recolmater, voire à refaire un barrage derrière pour pouvoir stopper ce qui va nous arriver. Et ton témoignage, enfin, on était avec Mathilde Arrère, qui est une historienne française impliquée dans les luttes le week-end dernier, qui me décrivait la situation et qui effectivement disait en cas de dissolution, c'est la cata par rapport à une élection qui pourrait arriver, et qui disait, et ça me permet de terminer en rejoignant des débats qui disaient Macron ou Le Pen comme président, il y a une différence. Il y a une différence, et il y a une vraie différence, et c'est pour ça que plein de gens en France ont quand même été votés Macron. Alors ça peut être difficile à entendre, mais c'était intéressant de l'entendre, elle, expliquer en quoi ça pouvait être une différence, y compris pour les quartiers populaires. Merci beaucoup. Brève réaction, chacune, 1 minute, et puis on enchaînera avec les questions du public, et si vous n'avez rien à répondre, on enchaîne direct. Mais vas-y, Jam. Je pense qu'il faut déjà partir de la base, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, les grands médias, ils sont quasiment tous contrôlés par des milliardaires. Et les milliardaires, s'ils investissent autant dans des médias qui sont déficitaires et qui n'apportent pas d'argent, c'est parce que ça permet d'avoir une influence sur l'opinion publique. Et par conséquent, les grands médias ne sont pas de notre côté. Et nous, avec la Jeune Garde, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place du porte-parole là, parce qu'on est dans une situation qui est difficile et on n'a pas le luxe de ne pas y aller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller partout, tout le temps. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a déjà refusé des invitations, notamment sur C8 à l'époque, avant que Hanouna parte totalement en vrille, où il y avait encore un enjeu, où il y avait une certaine confusion, etc. On a déjà refusé des invitations où on nous demandait, où on était invité sur des sujets, mais qu'est-ce qu'on va défendre cette chose-là? C'est-à-dire qu'ils essayent de nous imposer leur agenda, nous faire avoir une position caricaturale, et je pense vraiment qu'il faut aller dans les médias avec une position de combat. C'est-à-dire que depuis très longtemps, les médias sont les chiens de garde des capitalistes. Et aujourd'hui, lorsque les capitalistes ont fait le choix de l'extrême droite, aujourd'hui, les médias sont les chiens de garde de l'extrême droite. Et ça, on le voit en France. On a parlé de CNews, qui est totalement dans une dérive sectaire, où on invite des catholiques intégristes qui vont te parler, te dire que la théorie de l'évolution, nanani, nanana, voilà quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le truc qui est vraiment flippant, c'est que c'est même plus les médias simplement de Bolloré. Aujourd'hui, on va sur une chaîne comme France TV qui est censée être du service public. On va sur LCI qui appartient à TF1. Et bien, qu'est-ce qu'on entend? On entend la même chose que sur CNews. J'ai ouvert il y a quelques jours LCI. J'entends. On a volé l'élection aux Français avec le barrage républicain. On ne veut plus de NFP. On ne veut plus de front républicain contre l'extrême droite. Que les Français, s'ils veulent l'extrême droite, qu'on ait l'extrême droite. Voilà ce qu'on entend sur les médias en France. Et aujourd'hui, il faut y aller avec une position de combat. Merci, Dieu. Antoine, c'est une réaction. C'est vrai que j'allais réagir, pas spécialement sur l'action des médias, mais plutôt sur ce qui a été dit avant. Moi, je suis d'accord avec ton speech. Je pense qu'en Belgique, on n'est pas sur le nombre de 2 familles qui détiennent tous les médias, mais je pense que c'est quand même peu. Et même nos médias publics, par exemple la RTBF, on a un nouveau CA de la RTBF qui est absolument gangréné, notamment par le MR.
et par une certaine Nadia Geertz, réactionnaire, islamophobe, très connue. Donc voilà, ça c'est pour le truc des médias. Et je voulais revenir sur ce que Julien disait par rapport aux syndicats et à Gaza, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous savez, mais la Belgique est le pays européen par lequel transite le plus d'armes depuis les États-Unis vers Israël, par 2 endroits principaux qui sont le port d'Anvers et l'aéroport de Liège, ici, avec l'entreprise Challenge. Et j'ai entendu beaucoup, et à juste titre, selon moi, ces derniers mois, ces dernières années, des frustrations qu'il n'y ait pas eu d'organisation syndicale pour faire en sorte que les travailleurs à l'aéroport cessent l'envoi d'armes qui aujourd'hui encore tuent les Palestiniens, génocident les Palestiniens, tuent des familles entières, comme ça a pu se faire notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est tard dans la timeline, mais en Italie, depuis l'histoire de la flottille, les syndicalistes ont organisé les dockers qui ont fait pression et qui ont menacé de bloquer le pays si jamais la flottille se faisait intercepter. Nous, c'est ça qu'on attend de nos syndicats aujourd'hui. Et j'entends la possible récalcitrance des travailleurs qui voient pas leurs intérêts, mais moi, on m'a appris, et c'est ce que j'attends aussi d'un syndicat, d'organiser et de les travailleurs et de le montrer et de travailler à faire comprendre en quoi leurs intérêts convergent avec ceux des Palestiniens et que le sort des Palestiniens est lié au sort de la classe travailleuse aussi en Belgique. C'est le même système impérialiste, capitaliste qui opprime et qui génocide les Palestiniens, qui colonisent que ceux qui oppresse, c'est le même système qui oppresse la classe travailleuse ici. Et je pense que ce dont tu parles, Julien, de ce truc de tu sens qu'il y a des difficultés par rapport à l'antiracisme et qu'il y a une montée réactionnaire, pour moi, mais voilà, je dépasse la minute qu'on m'accorde, mais c'est la conséquence d'années dans l'antiracisme moral. Je pense qu'on a un mauvais antiracisme qui a le monopole ici, qui prédomine en Belgique. C'est un antiracisme moral qui va dire qu'en fait le racisme c'est une question de préjugés, de mauvaises intentions ou pire on n'est pas bien informé et en fait on est tous humains et c'est ça. Alors qu'un antiracisme politique s'attaque aux structures de la suprématie blanche et parle de la colonisation et montre comment il y a une continuité, donc ce que je disais, entre racisme et colonisation. Et pour moi le fait que les travailleurs blancs aujourd'hui ne sentent pas que leur sort est lié à nos frères et sœurs du Sud global, c'est un produit de l'antiracisme moral. Et pour moi, il est plus que temps, il est nécessaire qu'on appuie un antiracisme politique qui fait les liens entre nos luttes. Voilà, merci. Ouais, je sais qu'on a envie de réagir, il y a plein de choses à dire encore, mais il est déjà 10h30 et on veut vous laisser la place. Donc on va prendre 3-4 questions ici, sauf s'il n'y en a pas, à ce moment-là, nous on continue à débattre, on se marre super bien. Essayez d'être bref dans vos questions, comme ça on peut enchaîner. Oui, merci, c'est intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, tout ce fascisme est en train de s'organiser depuis longtemps? C'est-à-dire donc il a commencé par les centres fermés, fermeture des frontières, la technologie, etc. pour tuer. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'il s'est organisé depuis longtemps, parce qu'il est très fort maintenant, mais sous une forme peut-être... en fait, moi ce que je vois, c'est que comment est-ce possible qu'avec ce gouvernement raisonnable, en un rien de temps, ils arrivent à foutre dans la pauvreté des milliers de personnes qui étaient déjà en difficulté. Comment ça se fait qu'ils veulent réinstaurer le service militaire chez les jeunes comme emploi? Comment ça se fait qu'ils vont partout chercher des armes et faire peur aux gens en disant c'est pour votre sécurité, on achète des avions de chasse à tout berzingue. Si on prend la question palestinienne, en fait c'est incroyable parce que les travailleurs, ils participent à ça. Ils participent à ce système qui fait des milliers de morts tout le temps dans la Méditerranée, dans la Manche, etc. Donc on est face à un système effectivement meurtrier. Et donc je ne sais pas s'il faut discuter sur comment on l'appelle, mais en tout cas il est là. Il est là, il est fort, et je pense que c'est aussi, maintenant, ils utilisent
utilise à nous. Surtout depuis 2000, je trouve qu'il est très fort. Ils ont sapé les perspectives d'altermondialisme et ils ont mis en place la lutte contre le terrorisme. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein. Donc, si vous voyez par exemple vraiment sur les brochures d'armement, c'est Tzahal contre Hamas. C'est pas du tout ça, en fait. C'est chaque fois comme ça. Ce sont des analyses comme ça, stratégiques d'extrême droite. Merci. Question, une là. Vas-y. Salut, en fait, je voulais vous remercier particulièrement Antoine et Cyril pour vos pistes d'action et vos explications, etc. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous auriez des pistes d'action concrètes pour qu'on ne soit pas juste à relayer des initiatives, mais pas non plus qu'on phagocyte les luttes avec les risques paternalisme, etc. J'étais un peu étonné par l'intervention d'Antoine par rapport aux actions, par rapport au refus du centre fermé de Vautelle. Si j'ai bien compris, tu as dit qu'il y a une action par an, un peu tristounette, et on devrait plutôt s'attaquer au centre fermé et organiser l'évasion des gens. C'est ça que j'ai compris, plus ou moins. Bon. Je pense que c'est vraiment... Je suis désolé. C'est une métaphore. Hein. Je suis désolé parce que il y a un travail tous les jours fait par une organisation qui s'appelle le Crackbug. Ils ne se contentent pas de convoquer une manifestation une fois par an. Ils sont là tous les samedis à 16h et ils seront aujourd'hui à 16h devant le centre fermé. Ils sont tout le temps en contact avec des gens qui sont à l'intérieur du centre fermé. Ils leur apportent du soutien. Quand ils protègent des gens pour ne pas être arrêtés. Alors si on a une stratégie pour réussir à organiser une évasion, je voudrais d'abord une invasion, puis une évasion, et avec une organisation structurée évidemment, l'aide permanente, parce qu'il faut protéger ceux qui vont être sortis. Donc je pense que c'est très important de valoriser déjà ce qui se fait et dire on pourrait en faire plus, certainement, mais pas minimiser l'énorme travail que des dizaines de personnes réalisent depuis des années, patiemment et courageusement, malgré des menaces qui sont exercées à leur égard. Et la deuxième petite chose que je voulais dire, c'est effectivement en termes de perspective, on en avait déjà parlé l'année passée, et Géraldas en a parlé au début, c'est la perspective pour le CRDTM et son réseau international d'une conférence antifasciste mondiale à Porto Alegre, au Brésil, qui a été le berceau du Forum social mondial il y a 24 ans. Et avec l'idée, c'est extrêmement compliqué, c'est très fragmentaire au niveau mondial maintenant, les réactions. Mais au-delà de ce qu'on doit faire sur le plan local, on doit essayer de dépasser nos frontières dans l'organisation de la contre-offensive par rapport à l'international fasciste et néofasciste qui existe et qui se renforce. Il y a une course de vitesse et donc consacrer une partie de son temps, nous comme réseau international CRDTM, à contribuer, à convoquer et à faire réussir une conférence antifasciste mondiale à Porto Alegre du 26 au 29 mars, c'est un des objectifs importants qu'on poursuit. Merci. On va juste prendre encore une seule question parce qu'il faut qu'on enchaîne et puis après si on a le temps on fera une deuxième. Bonjour, je voudrais aussi inviter à faire un chemin entre théoriciens et praticiens, dans le sens où majoritairement les travailleurs sur l'aéroport de Bierset, en très très grande partie, et au port d'Anvers, sont des travailleurs racisés. La majorité des travailleurs de FedEx sont marocains ou turcs. Et donc opposer les travailleurs blancs aux travailleurs racisés dans les mobilisations pour Gaza par exemple, pour moi est une erreur fondamentale. Il y a un vrai problème d'organisation et de mobilisation des travailleurs au sens large, qu'ils soient d'origine étrangère ou qu'ils soient d'origine locale. Et donc, il ne faut pas opposer les gens ainsi. Et je
vous invite vraiment à aller discuter avec les gens sur le terrain, que ce soit à Anvers ou à Bierzet, pour voir que véritablement la prise de conscience de leur capacité à lutter et leurs difficultés socio-économiques, il y a du chemin à faire. Merci. Parole aux intervenants et puis on revient si on a le temps et puis on enchaînera. Et là, parce qu'après, je suis désolé, je sais bien qu'il y a beaucoup de questions, mais comme ça, vous pouvez déjà réagir et puis je vous ai vu après. Qui veut y aller? Ou peut-être que vous ne voulez pas y aller? Tu vas? Oui, merci pour les interventions et questions. Pour commencer par la dernière, c'est vrai que je me suis peut-être mal fait comprendre, mais à aucun moment j'ai dit qu'il fallait opposer les travailleurs racisés des travailleurs blancs. Je rebondissais en parlant de travailleurs blancs parce que Julien amenait la question du racisme de plein de syndiqués et moi j'ai ajouté la nécessité d'un travail d'antiracisme politique. Et en effet, hein, à l'aéroport de Liège et au port d'Anvers, c'est beaucoup de travailleurs non blancs et c'est d'autant plus pour ça que je trouve que ce système qui fait que, en tant que descendants d'immigrés ici, on puisse travailler dans le sens de la mort de nos frères et sœurs dans le sud, de la mort de nos frères et sœurs à Gaza. Moi je trouve que c'est ignoble et que c'est d'autant plus pour ça que je déplore le manque d'initiatives d'organisation et le manque d'initiatives syndicales. C'est vrai qu'il y avait aussi la question des stratégies concrètes qu'on pourrait mettre en place pour un antifascisme à la hauteur. Peut-être que tu avais noté des trucs là-dessus. Mais c'est vrai que tout à l'heure on a abordé la question du cop-watching. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion cop-watching. Donc ça se traduit en regarder les flics. Donc c'est surveiller les flics parce que comme on disait ici, à Liège, en Belgique, dans toutes les villes, dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers, aussi en ville, les flics harcèlent les sans-papiers, les migrants et les personnes non blanches. Hein. Je veux dire, vous demandez à n'importe quel noir ou arabe de votre entourage, homme, si il connaît des gens ou si lui-même a déjà été contrôlé abusivement par la police, c'est une banalité qui fait peur et en fait, c'est ce genre d'actions qui peuvent mener à des violences plus intenses, à des coups, à des blessures et parfois à des meurtres. Et pour moi, c'est important qu'on organise la surveillance citoyenne de la police, de ses actions, et de ne pas considérer les violences policières racistes comme des exceptions et comme des dérives. C'est pas des bavures, c'est vraiment quotidien, ça fait partie de son activité, et donc c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités là-dessus. Je parlais aussi des réfugiés palestiniens et des personnes sans papier, il n'y a pas que des Palestiniens, je veux dire, il y a des gens du sud global d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord. Je veux dire, il faut aider ces gens-là aussi qui font face à un système, face à une office des étrangers absolument abjecte, face à des politiques migratoires qui les écrasent, qui ne les reconnaît pas. Et en fait, ils sont face aussi à une bureaucratie législative qui est absolument terrifiante et ils ont besoin d'aide aussi pour faire leur demande d'asile. C'est des trucs très concrets. Ça n'a pas autant de gueule que d'aller casser la gueule d'un facho dans la rue, voilà, mais concrètement, on aide des gens à se sortir du maillage de la suprématie blanche ici. Aussi aider légalement voilà, les personnes qui demandent l'asile. Je pense que c'est des pistes comme ça qu'on peut envisager, des permanences par exemple. Les connaître en fait, connaître les gens dans notre quartier, c'est qui dans mon quartier qui risque demain de se faire rafler et se faire emmener en s'enfermer. Je sais que c'est simple à dire, mais c'est aussi se connaître, c'est se reconnaître, c'est créer des réseaux qui nous seront très utiles hein, en cas d'accélération fasciste. Ouais, c'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense. Voilà. Pour rebondir à ce que dit Cyril, par exemple, aussi, attaquer les infrastructures de surveillance, c'est se prémunir aussi pour demain, quand le fascisme, quand on sera traqué, quand on pourra plus se réunir, c'est aussi se prémunir des capacités à pouvoir s'organiser dans le futur. Et donc démanteler tous les systèmes de surveillance, démanteler tous les mécanismes qui vont permettre cette répression, c'est nous prémunir de pouvoir continuer à pouvoir nous organiser politiquement plus tard. Et pour répondre sur la question du centre Bretel, à aucun moment je dénigre ce qui est fait par le travail du Crackpay et comment ça s'appelle encore ? Truc libre. Pour tous les individus. Migration libre.
Ils font un travail formidable et c'est super essentiel. Mais voilà, je pense que s'il faut arriver à trouver, à organiser des nouveaux camarades, une certaine jeunesse aussi, qui a cette énergie, cette capacité à pouvoir penser, s'organiser. On voit avec Code Rouge ou NBGLN2, c'est son grand mouvement de masse. Et je pense qu'il faut arriver à coordonner entre la foule de la jeunesse, cette force qu'elle est capable de pouvoir générer, et la sagesse des anciens, pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous structurer aussi sur l'aide juridique, sur d'autres aspects, et pouvoir arriver à se combiner. Pourquoi pas imaginer, je veux dire, si nous on ne les libère pas, ce ne sera pas l'État qui le fera. Je veux dire, l'État est condamné en permanence, que ce soit pour les instances de l'ONU ou pour la Cour pénale internationale des droits de l'homme, pour ces conditions d'enfermement. Donc le droit ne nous aidera pas à libérer et à supprimer les centres fermés. Et donc à un moment donné, il faudra se poser la question de avec qui et comment on s'organise, et surtout pas quand, mais maintenant. Parce qu'on voit très bien que plus tard, on n'aura même pas la capacité à pouvoir aller un jour libérer ou mettre fin aux centres fermés. Rejoignez le CRAC-P, rejoignez Migration. Merci beaucoup. Vas-y Jeff, et puis Julien pour clôturer, et puis on mettra fin à cette intervention. Pour répondre sur le centre de rétention, nous on avait une campagne politique en France qui a duré depuis très longtemps, c'était la campagne de libération de Georges Abdallah. Et pendant très longtemps, il n'y avait pas d'évolution. On était de moins en moins à la prison de Mazan, et heureusement qu'il y avait des gens pour tenir le flambeau. Et alors que des gens nous demandaient encore, vous êtes encore là, vous êtes encore en train de vous mobiliser pour ça, et bien 40 ans après, on y est arrivé. On est arrivé à la libération de Georges Abdallah et son retour vers son pays, le Liban. Tout ça pour dire que, heureusement qu'il y a des gens qui tiennent encore le flambeau, parce qu'il suffit d'un rien pour remettre le feu à la plaine. Et sur le deuxième débat, sur la question notamment des travailleurs du port d'Anvers, etc., c'est assez intéressant, parce que ce que ça montre, c'est que, en fait, on ne peut pas compter sur la spontanéité. Il faut un travail politique. Et malheureusement, aujourd'hui, syndicalement, il y a beaucoup de syndicats que ça n'intéresse pas. Et j'ai l'impression que ceux que ça intéresse, c'est aujourd'hui ceux de la FSM. J'ai l'impression que c'est de ce côté-là qu'on se mobilise contre le génocide à Gaza ou contre la guerre qui était menée au Yémen de l'Arabie Saoudite. Et c'est ce qu'on a connu en France. C'est ceux de la CGT qui appartiennent à l'FSM qui avaient bloqué des envois d'armes pour le Yémen. En Italie, ça a été lancé par les Dockers de Gênes, qui sont des travailleurs autonomes. C'est un syndicat autonome des travailleurs du port de Gênes, qui font aussi partie de la FSM, qui ont lancé ce mouvement de grève massif pour Gaza. En tout cas, cette question-là, il ne faut pas compter sur la spontanéité, il faut faire un travail politique de fond, et surtout, il faut se donner les moyens avec ceux qui veulent lutter pour la libération de la Palestine. Merci Jeff. Julien pour clôturer. Moi je suis à disposition pour faire un jour un débat sur ces questions-là dans l'organisation syndicale. Je suis à disposition, je l'ai toujours été, donc je suis particulièrement ouvert à débattre de la réalité de terrain et de tous les défauts. Simplement par rapport au travail politique, il est fait, alors peut-être pas suffisamment, et peut-être avec pas suffisamment de moyens, peut-être pas partout, mais il est fait dans l'organisation syndicale. Je vous invite vraiment à aller voir les déclarations des organisations syndicales, notamment de celle à laquelle j'appartiens, la FGTB, sur Gaza et sur les revendications par rapport aux manifs. Les textes sont clairs, les déclarations sont claires, les prises de position sont extrêmement claires par rapport à ça, et à l'essai de consortisation des travailleuses et des travailleurs que nous organisons par rapport à ces débats-là. Et sur Jersey, il y a eu d'ailleurs l'année dernière un tract qui était commun à différentes organisations syndicales qui partait de Zaventem sur le fait de ne décharger pas, ne faites pas la manutention des avions. Donc il y a eu des actions qui ont été faites, qui n'ont pas prises, qui n'ont pas embrayé, mais le travail, il est fait. Je rejoins la remarque de Didier par ailleurs sur quel type de travailleurs et dans quelle précarité ils sont, et que c'est aussi des questions à remettre. Petite info que j'ai reçue pendant
que nous débattions, Industil à Charleroi, et pour le moment sujet à une action de Code Rouge. Et j'ai reçu un mail de Code Rouge comme responsable syndical m'expliquant pourquoi la démarche et expliquant pourquoi il n'avait pas prévenu à l'avance les organisations syndicales. Pourquoi est-ce que je termine avec ça? Parce que ça illustre que la convergence des luttes et l'essai de se comprendre mutuellement et de se renforcer, ça progresse quand même. Ça reste compliqué, mais ça progresse quand même. Et je pense que c'est vers ça qu'on va devoir aller. C'est arriver à plus dialoguer, à plus se connaître, pour mener des actions ensemble, ou en tout cas pour ne pas empêcher l'un et l'autre de mener ces actions. Parce que c'est encore des choses différentes. On peut ne pas arriver à mener des actions ensemble, mais ce serait déjà bien si on ne critique pas l'action que l'autre a menée et qui est menée. C'est ça un peu le travail qu'on a essayé de faire dans le Front antifasciste depuis 5 ans, c'est que s'il y en avait qui voulaient être dans la conférence débat, c'était très bien. S'il y en avait qui voulaient être dans des actions plus dures, ben c'était très bien aussi, et c'était complémentaire. Et je pense que c'est vers ça qu'on va. Et alors, toute dernière chose, par rapport à la vitesse de la majorité des droites, ben, ils ont une vraie majorité politique, ils ont un vrai programme politique, et contrairement à d'autres, ils appliquent leur programme quand ils sont au pouvoir. Et que ça, c'est peut-être une des leçons à la gauche, parce que tu parlais à nouveau, quid s'il y a une dissolution en France. En Belgique, on va pas vers une dissolution, les prochaines élections sont en 2029. Quel sera l'état de la Belgique en 2029? Quel sera l'état des organisations syndicales, des organisations de militants, etc. après ça? Quel sera encore l'état de la sécurité sociale et des conditions de travail en 2029 quand on voit la vitesse avec laquelle? Mais je vais un cran plus loin. On remet les partis dits de gauche au pouvoir. Est-ce qu'ils vont revenir sur toutes les mesures et rechanger les lois? Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Et que ça, c'est vraiment un des problèmes aussi devant lequel on est, c'est que la droite, elle applique son programme, la gauche ne l'applique pas. Et que ce qu'il nous faudrait, c'est que la gauche applique son programme quand elle est au pouvoir. Et ça aussi, ça va être un enjeu qui va se faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, et qui commence mardi, c'est qu'elle appliquera son programme s'il y a une lutte sociale, s'il y a un mouvement social qui la pousse à appliquer son programme, et effectivement, si on est sur quelque chose de politique, et pas de morale, et pas de simplement électoral, mais qu'il y a un vrai travail politique et une vraie mobilisation politique qui pousse vers ça. Et en ça, je ne peux pas ne pas terminer en disant il faut qu'on soit en très 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 grand nombre à Bruxelles le 14. Non pas parce que le 14 au soir, la révolution aura eu lieu et que le 15 au matin, le gouvernement de droite n'existe plus, mais parce que le 14 va pouvoir enclencher une dynamique et va pouvoir permettre de pousser partout où il y a des réticences à ce qu'il y ait des suites et à ce que le nom développe. Et que ça, c'est vraiment important, ce n'est absolument pas une fin, c'est un début si c'est réussi. Par contre, s'il y a 50 000 personnes à Bruxelles le 14, je peux vous dire que c'est terminé. Si on est 150 000 ou 200 000, on va peut-être commencer à pouvoir créer un rapport de force et une mobilisation. C'est ça l'enjeu des 14. Merci beaucoup. C'est ainsi que notre atelier conférence, plutôt conférence se clôture.